Vous êtes sur For You Media Africa et vous faites bien. Mesdames et messieurs, bienvenue. Au sommaire de cette édition du journal de l'Occident, affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy jugé en appel à nouveau devant la justice. L'affaire a repris donc lundi 5 décembre et pendant 2 semaines, l'ancien président sera devant la cour d'appel de Paris. Et puis sanctions de l'Union européenne contre la Russie, entrée en vigueur de l'embargo sur le pétrole. Lundi, les 27 ont mis fin à l'essentiel de leurs achats d'or noir russe. Objectif, selon eux, réduire le financement de la guerre en Ukraine. Et enfin, États-Unis, Donald Trump appelle à abandonner la Constitution, une énième sortie qui crée un tollé général dans le pays. Commençons donc du côté de la France. On l'a annoncé en titre. Nicolas Sarkozy ira-t-il en prison? C'est l'interrogation. L'ex-président français est donc rejugé en appel depuis lundi 5 décembre 2022 pour corruption et trafic d'influence dans cette affaire d'écoute, aux côtés de son avocat et bien sûr de l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert. Poursuivi pour trafic d'influence et corruption, l'ancien président français Nicolas Sarkozy est soupçonné de s'être engagé en 2014 et par le biais de Maître Herzog à soutenir la candidature de M. Azibert à un poste prestigieux à Monaco. La contrepartie des interventions concernant une affaire alors examinée par la Cour de cassation. Ainsi, le 1er mars 2021, en première instance, les 3 prévenus avaient été condamnés à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Lundi 5 décembre 2022, à l'ouverture du procès en appel de l'affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy a affirmé n'avoir jamais corrompu qui que ce soit. Devant les juges, il a dit défendre son honneur qui selon lui a été bafoué dans des conditions invraisemblables. Cependant, les sources évoquent des faits nouveaux, dont les enregistrements des conversations entre Nicolas Sarkozy et Maître Herzog, qui doivent être diffusés au cours de ce 2e procès qui devrait durer jusqu'au 16 décembre prochain. Pour rappel, l'affaire remonte à la fin de l'année 2013, lorsque les 2 téléphones de l'ancien président français sont branchés par les juges chargés de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Une 3e ligne officieuse est alors découverte, mise en service en janvier 2014 sous le pseudonyme Paul Bismuth et réservée aux échanges entre Nicolas Sarkozy et son avocat. C'était un reportage de Kouitou et puis on va rester en France pour parler d'autre chose à présent. Toujours, le gouvernement va-t-il être contraint dans les prochaines semaines de rendre le port du masque obligatoire? La question refait surface au moment où le pays est menacé à la fois des épidémies de Covid, de grippe, mais aussi de bronchioliotite. On assiste donc en France à une remontée des cas de Covid-19 et des hospitalisations avec la baisse des températures et semble-t-il un nouveau sous-variant, la triple épidémie à laquelle fait face la France avec la circulation simultanée de Covid, de la bronchiolite et de la grippe est complètement inédite et son évolution encore difficile à prévoir selon les autorités sanitaires. Pour l'heure, le ministre de la Santé François Braun conseille fortement le port du masque sans plaider pour le moment pour son obligation. Restons bien sûr sur le continent européen pour parler de l'Union européenne et le G7 qui ont durci le ton vis-à-vis de Moscou. Depuis lundi, 2 mesures sont entrées en vigueur. D'abord, une mesure sur le brut acheminé par voie maritime et la plateforme des prix du pétrole russe à $60 le baril. Mbala revient donc sur cette affaire, on le rappelle, en lien avec le conflit qui oppose aujourd'hui la Russie à l'Ukraine. Le pétrole russe n'est censé entrer sur le territoire de l'Union européenne par voie maritime et ce depuis le lundi 5 décembre 2022. Une décision des 27 pays membres de l'institution européenne en réaction, selon elle, à l'agression russe en Ukraine. La décision prise depuis le mois de mai dernier, mais entérinée ce mois de décembre, laissait le temps à l'Europe de diversifier ses approvisionnements. Le but semble avoir été atteint au regard de l'entrée en vigueur de ces sanctions. L'Union européenne a ainsi renoncé à 90% des importations de pétrole russe
réalisés avant la guerre en Ukraine, même si l'importation par oléoduc continue. Des États membres redoutent cependant que l'exception de l'approvisionnement par oléoduc ne fausse les conditions de concurrence pour les achats de pétrole. À cet embargo s'ajoute justement une seconde sanction contre la Russie, entrée, elle aussi, en vigueur. Il s'agit du plafonnement à $60 du prix du baril de pétrole brut d'origine russe, transporté par voie maritime. Cette décision prise le 2 décembre par l'Union européenne, le G7 et l'Australie vise cette fois à tarir les échanges de pétrole de la Russie avec d'autres pays dans le monde. Cependant, selon les analystes, cette mesure pourrait fortement fragiliser le marché mondial de pétrole, une sanction à double tranchant selon ces derniers. Et puis en Nouvelle-Zélande, situation plutôt tendue entre les autorités sanitaires et les parents. En effet, les autorités du pays ont saisi la justice pour se voir confier la garde partielle d'un enfant dont les parents refusent qu'il reçoive du sang d'une personne vaccinée contre le Covid-19. La demande a été faite ce mardi 6 décembre suite à ce cas précis, dont celui de nourrisson dont les parents ont retardé une intervention chirurgicale sur leur enfant, car exigeant que le sang qui pourrait être transfusé à l'enfant au bloc opératoire provienne de donneurs n'ayant reçu aucun vaccin contre le Covid-19. L'affaire a donc été portée par les autorités sanitaires devant la haute cour d'Auckland, principale ville du pays. Les autorités ont alors demandé à la justice de leur confier la garde partielle du bébé. Et bien, si le tribunal donne droit à leur demande, les parents conserveront leur autorité sur l'enfant, sauf pour ce qui a trait aux soins médicaux. À la suite, environ une centaine de manifestants anti-vaccination contre le Covid-19 se sont rassemblés devant le tribunal d'Auckland, bien sûr ce mardi 6 décembre, pour exprimer leur soutien aux parents. Direction les États-Unis avec cette autre sortie de l'ancien président américain Donald Trump. Et bien sûr, son réseau social, Donald Trump, a appelé à abandonner la Constitution pour revenir sur le résultat de la dernière présidentielle de 2020, un tollé général dans tout le pays. L'ancien président américain Donald Trump a appelé dimanche 4 décembre 2022 a abandonné la Constitution américaine pour revenir sur le résultat de l'élection présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden. Selon lui, une fraude de ce genre et de cette envergure permet l'abrogation de toutes les règles, réglementations et articles, y compris ceux de la Constitution. Une sortie vertement critiquée et condamnée par la classe politique américaine, précisément la Maison-Blanche. Dans un communiqué, le porte-parole de l'exécutif, Andrew Bass, a déclaré que la Constitution américaine est un document sacro-saint qui garantit depuis 200 ans que la liberté et l'état de droit prévalent aux États-Unis. Selon lui, attaquer la Constitution et tout ce qu'elle représente est un anathème pour l'âme de notre pays et il faut le condamner. Pour le chef des démocrates au Sénat, Donald Trump est hors de contrôle et un danger pour notre démocratie. Tout le monde doit condamner cette attaque contre notre démocratie. De même pour l'ancien conseiller à la sécurité nationale, de monsieur, les propos de l'ancien président sont à condamner car selon lui, tous les vrais conservateurs doivent s'opposer à sa campagne pour l'élection présidentielle de 2024. Toujours aux États-Unis, c'est la polémique de la semaine en Californie. La ville de San Francisco est à deux doigts de se doter de la police de robots tueurs. Fin novembre, on le rappelle, le conseil municipal de San Francisco a validé l'amendement déposé par la police de la ville demandant l'utilisation de robots capables de tuer en cas de dernier recours, comme les attaques terroristes ou les tueries de masse. Les nouveaux prototypes ressemblent à des canons montés sur des roues capables d'identifier une cible et de la verrouiller. Ils ont également la possibilité de placer une charge explosive ou de tirer comme une mitraillette. Ces
robots tueurs ne pourront être déployés que par des officiers haut placés et seulement lorsqu'il y a un risque imminent de mort pour le public et les officiers. Pour rappel, la police de San Francisco possède déjà 17 robots utilisés pour le déminage ou encore le transport de substances dangereuses, mais aucun pour le moment n'a servi à tuer. On va sortir par cette information direction l'Iran. Donc le pays a annoncé l'abolition de la police des mœurs à l'origine de l'arrestation de la jeune Masha Amini. On se souvient, dont la mort en détention a provoqué une vague de contestation en Iran qui perdure depuis près de 3 mois. C'est la police des mœurs qui avait arrêté le 13 septembre la jeune kurde iranienne de 22 ans à Téhéran en l'accusant de ne pas respecter le code vestimentaire strict en République islamique qui impose aux femmes le port du voile en public. Son décès avait donc déclenché une vague de manifestations durant lesquelles des femmes, fer de lance justement de la contestation dans cette partie de pays, ont enlevé et brûlé leur foulard en criant « Femme, vie, liberté ». Cette annonce, considérée comme un geste envers les manifestants, est intervenue après la décision samedi dernier des autorités de reviser la loi de 1983 sur le port du voile obligatoire en Iran, imposée 4 ans après la révolution islamique de 1979. Et c'est sur cette note que nous allons également mettre un terme à cette édition du Journal de l'Occident. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur For You Media Africa.